Bonjour à toutes et à tous. Alors, il est tout juste 11 heures et je vous propose de commencer notre conférence en ligne sur la thématique du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, l'intitulé exact, Entreprise, comment réaliser et actualiser votre document unique. Alors, je me présente, Philippe Samar, responsable du pôle prévention chez Efficience Santé au Travail. Donc, je vais animer ce webinaire. Et pour vous accompagner tout au long de ce dernier, vous allez retrouver différents intervenants. Donc, Monsieur Banassiak Pavel, ingénieur hygiène sécurité, et sa collègue Ameline Kuene-Guérandel, également ingénieur hygiène sécurité environnement. Vous serez également accompagné de deux psychologues du travail, Madame Zeugin, Cécile, et Bouchra Adier, qui vont animer une partie très spécifique de ce webinaire sur l'intégration des risques psychosociaux dans ce dernier. Alors, afin de rendre cette conférence en ligne plus vivante et dynamique, nous vous proposons de converser et de pouvoir poser vos questions en ligne. Alors pour cela, rien de plus simple, vous cliquez simplement sur la petite icône Q&R, une fenêtre s'ouvre, vous pouvez taper votre question et cliquer sur Envoyer. Celle-ci sera envoyée directement à nos équipes et aux intervenants que je viens de vous présenter, et ces derniers pourront vous répondre en direct. Alors, de manière à fluidifier un petit peu les échanges et prioriser aussi les questions, je vous propose d'être attentif. Vous avez deux petits liens, donc toutes les questions et mes questions en bleu. Sur le petit lien « Mes questions », vous allez pouvoir retrouver toutes les questions que vous avez posées vous-même en ligne et les réponses qui ont été apportées par les intervenants. Si vous cliquez juste à côté sur « Toutes les questions », vous pouvez vous faire une idée de toutes les questions qui sont actuellement posées par les autres personnes qui sont en direct connectées sur ce webinaire. Si jamais une question posée par une personne vous intéresse, cliquez simplement sur le petit pouce qui permet de remonter en termes de hiérarchie et de priorité la question pour nos intervenants, de manière à ce qu'on vous réponde précisément à cette question. Alors, soyez attentifs parce qu'on apportera tout au long de ce webinaire les réponses à vos questions, mais elles ne vous seront pas envoyées par la suite. Alors maintenant, un point sur le contenu. Le contenu de ce webinaire, il va y avoir trois grands axes. Tout d'abord, la réalisation du document unique. Alors, on va commencer par les rappels réglementaires, les questions courantes qui se posent au niveau de la réalisation de ce document et la méthodologie de manière à le réaliser dans les meilleures conditions. Ensuite, nous ferons un point spécifique sur la mise à jour du document unique de manière générale, mais également sur la mise à jour du document unique spécifique au Covid-19 et à la période actuelle. Donc, des rappels généraux sur le Covid-19, des rappels réglementaires sur l'aspect risque Covid-19 et risque biologique, et la mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques par rapport à ce risque Covid-19. Pour terminer, nous avons eu un certain nombre de questions concernant l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques, et de la même manière, nous allons revenir sur la définition de ces risques psychosociaux et l'intégration de ces derniers dans le document unique d'évaluation des risques. Pour répondre d'emblée à la question qui risque de se poser pour beaucoup d'entre vous, l'intégralité du document qui vous est présenté aujourd'hui va vous être communiquée, envoyée directement par mail. De plus, nous allons mettre en ligne sur notre chaîne YouTube l'enregistrement de ce webinaire de manière à ce que vous puissiez le regarder si vous le souhaitez ou le présenter à des personnes de votre structure. Je le rappelle, les réponses qui sont apportées en ligne via le chat ne vous seront, elles, pas transmises. Donc, prenez note. N'hésitez pas à contacter votre médecin du travail si des questions se posent, si vous avez des besoins spécifiques. Et bien sûr, vous avez notre site internet qui est à votre entière disposition. Alors, je vous propose tout d'abord un premier petit sondage rapide de manière à en savoir un petit peu plus sur vous qui nous suivez actuellement, qui va consister à savoir si vous avez, oui ou non, un document unique d'évaluation des risques et une information également sur la taille de votre entreprise. Donc, simplement cliquez, je lance le sondage. Vous avez quelques secondes, alors je pose la question également à l'oral. Avez-vous réalisé votre document unique d'évaluation des risques professionnels? Donc ça nous donne un certain nombre d'infos
sur la sensibilisation et la sensibilité que vous avez les uns les autres, et votre taille d'entreprise également, parce que, on va le voir, hein, des entreprises, des toutes petites structures n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes problématiques vis-à-vis de ce document et de cette démarche. Alors, je vous propose de mettre fin au sondage. Et voilà les résultats. Donc, alors, il est clair que vous êtes une majorité à avoir déjà réalisé votre document unique. 64% d'entre vous l'ont déjà réalisé. 20% ne l'ont pas, 16% partiellement, donc ont anticipé et ont commencé une démarche. Et au niveau des tailles d'entreprise, vous êtes là beaucoup à être entre 11 et 50 salariés. Donc, on va essayer de répondre et d'adapter aussi le discours. Alors, je passe maintenant la parole à Ameline Guérandel. Bonjour à tous, nous allons donc aborder maintenant le document unique d'évaluation des risques professionnels. Tout d'abord, une entrée en matière avec quelques rappels généraux sur la prévention. La définition légale de la prévention des risques est la suivante. Elle consiste à anticiper des phénomènes risquant d'entraîner ou d'aggraver des problèmes de santé. Concrètement, la prévention, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est agir de façon organisée avant l'apparition d'un accident ou d'une maladie professionnelle pour réduire leur fréquence d'apparition et leur gravité. L'établissement du document unique s'inscrit donc dans une démarche globale de prévention qui doit être dynamique, comme le résume le schéma à l'écran que vous pouvez apercevoir, ayant pour objectif de mettre en place une politique santé et sécurité au travail, d'accroître le niveau de protection de la santé et de la sécurité et enfin d'améliorer les conditions de travail. Le principe est finalement assez simple. Il faut préparer la démarche, évaluer les risques, élaborer un plan d'action, mettre en œuvre ces actions, puis réévaluer les risques suite aux actions réalisées. D'après la circulaire du 18 avril 2002, la démarche de l'évaluation des risques professionnels est une démarche de prévention qui se fonde sur des connaissances complémentaires d'ordre médical, technique et organisationnel. Ce qui veut dire que l'évaluation des risques n'est pas un document à réaliser seul dans son bureau, mais une démarche intégrant différents acteurs au sein de l'entreprise et tenant en compte des spécificités de cette dernière. Alors, quelques brefs rappels généraux. Je vous cite ici certaines obligations réglementaires incontournables encadrant le document unique. L'article L4121-1 qui définit l'obligation pour l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs. L'article suivant définit quant à lui la mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels que je ne vous énumérerai pas ici. Enfin, l'article L4121-3 définit quant à lui l'obligation de procéder à l'évaluation des risques et la mise en œuvre d'actions de prévention. Cette évaluation est placée au sommet des principes généraux de prévention dès lors que les risques n'ont pas pu être évités. L'évaluation des risques est la clé de voûte de l'obligation de sécurité du chef d'établissement. Et pour finir, vous pouvez voir apparaître le décret et la circulaire encadrant l'obligation de transcription des résultats de l'évaluation des risques dans un document unique. La prévention en entreprise, pourquoi ? Il y a différents enjeux pour éviter, réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles, enjeux humains. L'intérêt social, avec la satisfaction des salariés sur leurs conditions de travail et l'optimisation de l'organisation du travail. Un enjeu politique, avec l'image de l'entreprise. Un intérêt économique avec la réduction du coût des accidents de travail et maladies professionnelles et de leurs conséquences. Et enfin, bien entendu, être en conformité avec la réglementation et ainsi éviter amendes et poursuites pénales. Plusieurs questions peuvent se poser autour de ce document unique. Peut-être même certaines font partie de vos interrogations. Nous allons y répondre ensemble maintenant. C'est le chef d'entreprise qui doit réaliser le document unique. Mais cette démarche, elle doit être participative et inclure les salariés, les instances représentatives du personnel, le référent Covid et bien entendu les services de santé au travail. La communication doit être définie dès le début du processus. À partir de combien d'employés est-il obligatoire ? Eh bien, dès lors qu'une entreprise a au moins un salarié, celle-ci doit obligatoirement faire en sorte que la sécurité et la protection des employés soient assurées et noter tous ces éléments dans le document unique. À quoi doit ressembler un document unique ? Quant à sa forme, la circulaire stipule que le document unique pourrait être écrit ou numérique, laissant à l'employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l'évaluation des risques. Il n'existe donc pas de document type imposé.
Cependant, ce document doit répondre à des critères de fond, traçabilité, cohérence des données. En d'autres termes, il s'agit d'une autodéclaration des risques par celui qui crée les conditions de leur apparition. Une fois le document unique établi, il doit être maintenu à la disposition de tous les salariés de l'entreprise, des instances représentatives du personnel, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Y a-t-il un affichage obligatoire ? Eh bien, au sein de l'entreprise, les modalités d'accès au document unique doivent être clairement indiquées et le plus souvent, cela se fait par un affichage du moyen de consultation du document à proximité du règlement intérieur de l'entreprise. Cela peut se traduire par l'indication de la consultation possible du document sur un site intranet ou à disposition à tel ou tel endroit. Que mettre dans votre document unique ? Vous devez y consigner par écrit les résultats de votre démarche de prévention des risques. Il s'agit donc de remplir 4 objectifs. Le découpage de l'entreprise en unités de travail, un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise, c'est-à-dire les situations pouvant potentiellement être dangereuses, une analyse des risques, c'est-à-dire des conditions d'exposition des salariés au danger, et enfin, un plan d'action. Comment passer de la contrainte à un outil de management du progrès ? Plus qu'une injonction légale, le document unique, c'est l'opportunité de créer un outil de cohésion et de management autour duquel les salariés pourront s'exprimer et échanger sur leurs pratiques. On peut alors dépasser la contrainte et en faire une formidable opportunité au service des salariés. Car tout porte à croire que si la rédaction n'est pas l'acte le plus passionnant qui soit, son intérêt réside bien dans l'émulation qu'il peut susciter. Tout l'art d'en faire un outil de dialogue dans l'entreprise dépend de la manière d'aborder sa rédaction. Toutefois, inutile de se fixer des objectifs trop ambitieux et de viser un document trop complexe. Plus la rédaction sera simple, plus il sera facile de faire participer le maximum de collaborateurs et collaboratrices. La seule rédaction reste donc bien insuffisante. Le document est un formidable outil de prévention au service du progrès de l'entreprise. Le document unique d'évaluation des risques doit être mis à jour, au moins chaque année, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d'être dans les actions de prévention qu'elle va susciter. Sa finalité n'est donc nullement de justifier l'existence d'un risque, quel qu'il soit, mais bien au contraire, de mettre en place des mesures effectives visant à éliminer les risques conformément aux principes généraux de prévention. Qu'il y ait un accident de travail ou non, le manquement à l'obligation d'établir ou de mettre à jour le document unique est sanctionné par une amende de 5e classe, amende de 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive. Enfin, dernière question, l'employeur choisit ses outils et il est autonome dans ce processus. Vous pouvez vous appuyer sur un certain nombre de ressources pour vous aider dans votre démarche, comme par exemple des modèles de trame de documents uniques, génériques ou adaptés à votre secteur d'activité, la fiche d'entreprise réalisée par votre service de santé au travail, qui est un document clé dans la mesure où cette fiche constitue un des premiers leviers pour mettre en œuvre une démarche de prévention et pour aider l'employeur dans l'identification et l'évaluation des risques présents dans son entreprise. Vos documents internes peuvent également vous apporter des informations telles que le registre des accidents, vos déclarations d'accidents de travail et maladies professionnelles, et les rapports des vérifications périodiques. Et enfin, différents guides tels que la brochure ED 840 de l'INRS qui traite de l'aide au repérage des risques dans les PME-PMI ou encore les différents guides sur les risques de vos secteurs réalisés par les branches professionnelles. Nous pouvons donc voir au travers des réponses apportées à toutes ces questions que l'évaluation des risques ne peut se résumer à une formalité technique rapidement exécutée. Elle suppose d'être réalisée au plus près du poste de travail en prenant en compte le travail réel. Passons maintenant plus précisément à la méthodologie à suivre pour réaliser votre document unique. Comment faut-il procéder ? La démarche, comme j'ai dit précédemment, est structurée en 4 étapes. En premier lieu, il va falloir déterminer des unités de travail. La notion d'unité de travail doit être prise au sens large. Son champ peut s'étendre d'un poste de travail à plusieurs, occupés par des travailleurs, ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques. Nous avons pris ici l'exemple d'une grande surface afin d'illustrer cette étape. Nous pouvons observer un certain nombre d'unités de travail spécifiques à l'entreprise et son activité, telles que les postes de caisse, la mise en rayon, mais également des unités que l'on peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité, tels que l'unité administrative ou encore l'entretien, nettoyage des locaux. Dans le document unique,
ce découpage doit faire l'objet d'un descriptif, tel que celui que vous allez pouvoir voir à l'écran, avec 4 exemples d'unités de travail où on va retrouver pour chacune d'elles un descriptif de l'activité au sein de chacune. Nous pouvons voir ici une unité de travail de type poste de caisse pour un supermarché, où l'on retrouvera des activités du type préparation du poste de caisse, accueil du public, encaissement, etc. Un autre exemple concernerait une unité de type administrative, courante dans bon nombre d'entreprises, où l'activité des salariés de cette unité serait du type travail sur écran, avec saisie informatique, prise d'appel téléphonique, traitement de données. Enfin, 2 autres illustrations concernant le secteur hôtellerie-restauration, où l'on peut observer une unité entretien des chambres et des parties communes, dont l'activité comporterait l'entretien, le nettoyage des couloirs, halls d'accès, etc., ainsi que la réfection des chambres et des salles de bain. Et enfin, une unité cuisine, avec comme activité des salariés concernés la préparation, découpe, cuisson des denrées, mais également la gestion des stocks, des commandes et la vérification des produits. Après avoir divisé l'entreprise en unités de travail, vient ensuite la deuxième étape, l'identification des risques. Pour cela, il est nécessaire, avec les acteurs concernés, d'identifier les différentes phases de travail et de rechercher pour chacune les facteurs de risque. Comment procéder ? Il faut pour chaque unité de travail observer les postes et les situations de travail. Cette observation va permettre de faire la distinction entre le travail prescrit et le travail réel. Lister l'ensemble des activités réalisées et les équipements de travail utilisés par les salariés. Reprendre chaque activité et faire ressortir les situations dangereuses qui s'en dégagent. Surtout, ne pas omettre de s'entretenir avec les salariés qui sont exposés au risque, sans oublier d'identifier les moyens de prévention déjà mis en place. Vous pouvez vous appuyer pour cette étape sur l'outil d'aide au repérage des risques que j'ai cité précédemment, le ED 840 de l'INRS. Vous pouvez voir à l'écran un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le document unique à cette étape de réalisation, avec différentes unités de travail, un risque identifié pour chacune d'elles, bien entendu, il y en aurait plus que ça dans un document unique réel, les modalités d'apparition ou d'exposition au risque, ainsi que les différents moyens de prévention mis en place. Prenons un exemple, la deuxième ligne concernant une unité administrative que beaucoup d'entre vous vont retrouver dans leur document unique. Un des risques associés à cette activité pourrait être le bruit et les nuisances associées de par le travail dans des bureaux partagés ou en open space. Il ne faut pas oublier de notifier les actions de prévention déjà mises en place dans l'entreprise, comme par exemple l'organisation des services en fonction des activités et de leur caractère bruyant. Cette démarche sera à réitérer pour chaque risque de chaque unité de travail. L'identification précédente a permis de mettre en avant un certain nombre de risques auxquels les salariés sont exposés. Il va falloir maintenant les hiérarchiser pour prioriser les actions à mener visant à réduire les risques, en commençant par les risques les plus importants. Il est donc nécessaire d'évaluer la situation dangereuse de la façon la plus objective possible. La législation laisse la liberté à l'entreprise de choisir les critères d'évaluation. Quels que soient les critères de classement retenus, le point fondamental est que leur définition ait été établie en commun avec les acteurs de la démarche de façon explicite, avec le double objectif de permettre le débat sur les priorités et d'aider à planifier les actions. Nous vous conseillons de coter le risque en tenant compte de la fréquence d'exposition et la gravité du dommage pouvant survenir. Les échelles de cotation suivantes sont données à titre indicatif. Elles peuvent être adaptées aux spécificités de l'entreprise, la taille, l'activité, etc. Le croisement de ces données, via la matrice que vous pouvez apercevoir à l'écran, permet d'obtenir une cotation qui doit aider à hiérarchiser les priorités à mettre en œuvre dans le cadre du plan d'action. Si nous prenons un exemple, un risque dont nous aurions déterminé une fréquence d'apparition moyenne, en 2, et une gravité des dommages en 4, c'est-à-dire très grave, donnera par croisement, grâce à la matrice, un niveau de risque à 6, correspondant à un niveau de risque moyen. Suite à la hiérarchisation des risques, il va falloir, pour la dernière étape, établir un plan d'action. Comment procéder ? En fonction de l'évaluation que vous aurez menée et en tenant compte de la priorité des risques, il va falloir rechercher des solutions visant à réduire les risques identifiés. Les solutions apportées peuvent être d'ordre technique, comme par exemple l'achat de nouveaux matériels, humaines, comme la formation des salariés au risque, et enfin organisationnelles, comme la modification du protocole de travail. Certaines solutions peuvent vous être proposées par les salariés eux-mêmes. C'est pourquoi il s'avère nécessaire de s'entretenir avec eux pendant la phase d'identification des dangers.
Il sera important également de consulter les instances représentatives du personnel et le service de santé au travail pour recueillir leurs avis et recommandations sur d'éventuelles pistes d'action. Dans tous les cas, les actions de prévention visant à réduire les risques devront impérativement suivre la logique des principes généraux de prévention. Le document unique n'est pas une fin en soi. Il est donc important de le faire vivre et de s'assurer que les actions de prévention décidées sont bien mises en place. C'est pourquoi il est nécessaire de définir dans le plan d'action de prévention un responsable par action et les dates auxquelles les actions doivent être mises en place. Cela permettra également d'assurer un suivi régulier des actions planifiées, sans oublier de réévaluer les risques après la mise en place des actions, afin de constater les éventuelles améliorations dans le cadre de la mise à jour du document. Nous allons prendre ensemble un dernier exemple afin d'illustrer l'élaboration du plan d'action. Nous allons vous proposer pour cela un petit sondage afin de répondre au mieux à vos attentes. Nous allons ainsi vous demander votre contribution dans le choix du risque abordé dans cet exemple, à l'exception du risque lié au Covid ainsi que les risques psychosociaux qui vont être abordés par la suite par les 2 autres intervenants de ce webinaire. Vous pouvez donc choisir parmi les 5 risques à l'écran que sont le risque incendie, le risque lié au travail sur écran, le risque routier, le risque de chute ou le risque chimique. Donc, je vous laisse quelques instants et nous allons voir ensemble la thématique retenue. Alors, clairement, vous avez décidé d'opter pour un exemple sur le risque lié au travail sur écran. Alors, en effet, nous sommes de plus en plus nombreux à rester devant un écran au quotidien, en milieu professionnel comme à domicile, ce qui nous expose à certains risques. Si la situation de travail n'est pas adaptée, le travail sur écran peut être à l'origine d'effets sur la santé, tels que la fatigue visuelle, des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, et du stress. Différentes actions doivent être mises en place. D'abord sur le plan technique, avec par exemple la mise en place d'un mobilier adapté, comme des bureaux d'une hauteur d'environ 72 cm ou réglables en hauteur électriquement, avec des plans de travail de 80 par 160 cm. Des sièges avec différents réglages qui peuvent être proposés, la profondeur d'assise, les accoudoirs, des dossiers réglables en hauteur munis de renforts lombaires, un ou des écrans réglables en hauteur. Pour les personnes travaillant sur ordinateur portable, on peut fournir des éléments déportés tels que clavier, souris sans fil, écran fixe ou station d'accueil pour permettre une meilleure installation. D'autres éléments pouvant améliorer l'ergonomie du poste, comme des supports documents, des casques téléphoniques sans fil ou un repose-pied, peuvent compléter l'installation. Viennent ensuite des mesures organisationnelles, avec par exemple l'organisation du travail et du poste de travail pour limiter les postures inconfortables, la diversification de la tâche de travail et l'incitation à varier la posture afin d'éviter le maintien d'une position inconfortable. Enfin, des actions de prévention d'ordre humain doivent être planifiées, avec par exemple la sensibilisation des salariés aux bonnes pratiques du travail sur écran. N'hésitez pas d'ailleurs à contacter votre médecin du travail afin de mettre en place ce type de sensibilisation avec le concours d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Vous avez ici des exemples qui devront être complétés et adaptés à votre activité. Je vais donc maintenant laisser la parole à mon collègue Pavel Banasiak concernant l'introduction du risque Covid dans le document unique. Alors, bonjour tout le monde. Donc Pavel Banasiak, ingénieur en hygiène et sécurité. Donc, après avoir vu la méthodologie de réalisation du document unique, on a vu tout à l'heure, durant le sondage, qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont déjà un document unique, ou soit qui ont un document unique qui était partiellement réalisé. Donc là, nous allons voir un petit peu comment intégrer le coronavirus, le Covid-19, dans le document unique. Alors, tout d'abord, on fait un petit rappel sur le coronavirus. Donc, comme on le sait tous, c'est une maladie qui est infectieuse, qui est très contagieuse, qui se répand très facilement. Son mode de transmission, il est interhumain, c'est-à-dire qui se transmet assez facilement par contact humain. Donc, ça peut être un contact direct entre deux personnes lors d'échanges à l'oral. Ça peut être aussi lorsqu'une personne va éternuer à proximité d'une personne, qui va tousser à proximité d'une autre. Donc voilà, tous ces éléments vont faire qu'il y ait une transmission assez facile entre les personnes.
Également, on sait que ce virus a une persistance assez solide sur les surfaces inertes. On sait que sur certaines surfaces, il peut rester jusqu'à 24 heures et même plusieurs jours en fonction de la surface. Donc, ce qui fait qu'une personne qui a contaminé, par exemple, une poignée de porte ou une surface telle qu'un bureau, le virus va rester plusieurs heures dessus, voire plusieurs jours sur ces surfaces-là. Et derrière, dès qu'une personne va manipuler cette porte, va porter les mains à la bouche ou aux yeux, et elle va potentiellement être contaminée par le virus. Donc voilà, donc c'est pour ça, ces facteurs-là nous amènent que ce virus-là va impacter assez fortement nos conditions de travail. Et du coup, on a cette obligation-là de mettre à jour notre document unique et définir quels vont être les nouveaux risques qu'il va générer. Voilà. Donc cela, voilà, comme je vous l'ai dit, cela va induire une mise à jour du document unique. L'objectif de cette mise à jour, en fait, c'est de réduire au maximum les risques de contagion qu'il peut y avoir sur le travail ou à l'occasion, justement pour éviter la transmission de ce virus. Voilà. Donc après ce rappel, on va voir la méthodologie de mise à jour. Donc cette méthodologie, elle est basée sur les mêmes étapes qu'on a vues précédemment pour réaliser son document unique. En premier temps, on va s'intéresser aux unités de travail, puis à l'identification tout simplement des risques. Il peut y avoir des risques de transmission, de contamination. On va les évaluer, on va évaluer ces différentes situations et les hiérarchiser. Puis, on va définir des actions de prévention pour limiter la transmission du virus, la contamination. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il faut intégrer différentes personnes dans la réalisation, dans la mise à jour de votre document unique, dans l'intégration du Covid-19. Et du coup, pensez bien à intégrer du coup, les salariés qui sont exposés à ce risque-là, les instances représentatives du personnel, le référent Covid, si vous en avez un, ou alors ça peut être un salarié qui va avoir des compétences en santé et sécurité, et également, pensez à votre service de santé au travail. On est là pour vous aider, on peut vous conseiller sur les moyens de prévention, même peut donner un avis sur le document libre. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Pensez à vous rapprocher de votre médecin du travail par rapport à ça. Donc voilà, donc première étape, on va s'intéresser aux unités de travail. Donc là, on va mettre à jour nos unités de travail. Donc tout d'abord, en fait, on va vérifier que les unités de travail existantes sont toujours valables, il n'y a pas eu de modification. Dans la plupart des cas, on va rester tel quel. Mais il se peut que les conditions de travail ont évolué et du coup, il se peut qu'on est obligé de créer une nouvelle unité de travail, comme par exemple avec le télétravail. Donc, dans certaines entreprises, le télétravail va apparaître comme une nouvelle unité de travail, mais dans d'autres, le télétravail peut être inhérent aux activités classiques et du coup, on va le faire apparaître dans les unités de travail existantes. Voilà. Donc, il y a deux choix par rapport au télétravail. Mais voilà. On va, par rapport à s'il y a de nouvelles unités de travail, on va lister aussi les caractéristiques qui sont plutôt pertinentes à ces nouvelles unités de travail. Le but, c'est de présenter un petit peu les nouvelles tâches, la nouvelle organisation qui peut être en lien dans cette nouvelle unité de travail. Ça va nous aider derrière en fait, pour identifier un petit peu les phases à risque et les différentes expositions qu'il peut y avoir. Voilà. Donc, premièrement, c'est mettre à jour nos unités de travail, voir s'il y a une évolution ou pas, s'il y a un impact fort ou pas. S'il y a un impact fort, on regarde s'il n'y a pas une nécessité de créer une nouvelle travail, puis on redétaille un petit peu les caractéristiques de cette unité de travail. Sinon, on reprend les autres unités de travail et on intègre le risque lié au Covid-19. Voilà. Dans la deuxième partie, on va identifier nos risques. Donc, pour chaque unité de travail qu'on a dans notre document unique, on va identifier les différentes situations qui peuvent propager ou transmettre le virus dans le cadre du travail. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être soit par contact humain, lorsqu'on est en contact, en interaction avec différents collègues, différents salariés au sein de l'entreprise. Ça peut être des clients, ça peut être un fournisseur, un bénéficiaire. En fait, c'est toutes les personnes qui peuvent aller dans l'entreprise, être en contact avec vos salariés, donc il peut y avoir un contact par humain, mais aussi il peut y avoir un contact avec une surface qui peut être contaminée, donc ça peut être une surface, ça peut être des outils qu'on va utiliser,
ça peut être une machine, ça peut être aussi également des colis. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, on va les identifier pour voir comment vos salariés peuvent transmettre ou être contaminés par le virus. Ensuite, on va analyser ces différentes situations afin de déterminer les caractéristiques des expositions, des transmissions. Donc, le type de contamination, la fréquence, est-ce que c'est quelque chose qui va être plutôt ponctuel, 1 à 2 fois dans la journée, est-ce que c'est quelque chose qui va être continu. En fonction de ça, tout à l'heure, on verra que l'évaluation va être différente. Et dans cette étape d'identification des risques, on va aussi lister les différents moyens de prévention qui sont actuellement en place, qui permettent de limiter la transmission, qui permettent de limiter la contamination. Donc, ça peut être des moyens d'ordre organisationnel, des moyens techniques ou des moyens humains, comme des consignes, par exemple. Voilà. Donc là, on a identifié un petit peu nos risques. Donc, ce que ça va donner, ce sera un tableau avec différentes unités de travail. Donc voilà, donc là, on a pris l'exemple d'une petite entreprise avec un atelier et puis un service commercial. Donc, on a notre unité de travail, donc service commercial, les caractéristiques qui définissent cette unité de travail. Donc, c'est un bureau qui est partagé de 4 personnes. Ces personnes-là vont faire des réunions. Donc là, ils peuvent avoir du contact. Ils vont être en contact aussi avec des clients, 2 à 3 clients par semaine. Et également, ces personnes vont être en télétravail. Là, la transmission, l'exposition, c'est entre salariés. Elle s'effectue entre salariés ou alors avec une personne tierce. Et ensuite, on va voir les moyens de prévention. Donc là, le télétravail, c'est un moyen d'organisation qui permet de limiter la propagation du virus. Donc, il y a une permutation entre des équipes qui vont être sur le site et des équipes qui vont être en télétravail. On va privilégier le travail par visioconférence. Donc, on va annuler certaines réunions, on va annuler certains rendez-vous et on va les remplacer par la visioconférence. Et si on est obligé d'aller voir un client, là, on va porter par exemple un masque. Ensuite, on va avoir une autre unité de travail qui concerne les ateliers de production. Donc là, ce qui caractérise cette unité, c'est qu'il va y avoir de l'assemblage, il va y avoir du partage de machines et d'outillage par plusieurs salariés. Les salariés vont s'échanger des pièces, vont manipuler des pièces qui ont été manipulées par d'autres personnes. Et il y aura une particularité, c'est que ce personnel-là va faire usage de vestiaires collectifs. Et donc là, la transmission va se faire principalement entre salariés, par contact d'outillage de pièces ou d'une surface contaminée. Et on a à nouveau les différents moyens de prévention qui sont en lien avec cette unité de travail. Voilà. Et on aura une dernière unité, ce sont les risques communs. Donc là, c'est ce qui concerne les lieux communs, tout simplement. Donc on a la partie restauration, les pauses qui peuvent avoir au sein de l'entreprise. Et ensuite, on va avoir les surfaces qui vont être assez fortement sollicitées, comme les badgeuses, les poignées de porte, par exemple. Donc là, c'est une transmission entre salariés et tout simplement par contact de surface. Et là, on a à nouveau quelques exemples de moyens de prévention qui sont actuellement en place dans l'entreprise. Basculement, on va avoir un basculement de la ventilation 100% d'air neuf afin de renouveler l'air. On va avoir un nettoyage plus fréquent des surfaces fortement sollicitées. On va avoir des règles de restauration, de circulation au sein de l'entreprise et d'accès à l'entreprise. Voilà, donc on a listé toutes nos règles, tous les moyens de prévention actuellement en place. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a identifié tous ces éléments-là, on va passer à l'évaluation. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'évaluation va se faire... Alors, pardon, il y a un sondage, excusez-moi, il y a un petit sondage, j'ai une petite bourde. Il y a un petit sondage, si je ne me trompe pas, oui, il y a un petit sondage. Alors, sous quelle famille de risques avez-vous ou pensez-vous faire apparaître le Covid-19 ? Voilà. Donc, il y a 3 réponses possibles. Alors, il y a une majorité quand même de personnes qui l'ont mis sous le format risque lié au Covid-19. Il y a quelques personnes quand même qui mettent sous risque biologique et quelques personnes nous disent qu'il n'y a pas vraiment d'incidence. Alors ça, on va le voir tout de suite après. Dans la diapo suivante,
c'est qu'en fait, il va y avoir déjà une incidence en fonction qu'on mette risque biologique ou risque lié au Covid-19. La façon dont en fait, vous allez l'inscrire, le risque lié au Covid-19, dans le document unique, va en fait surtout avoir une incidence juridique en termes d'obligation vis-à-vis de l'employeur. Dans le cas où on mettrait risque biologique, ce risque-là, en fait, il va être plutôt, cette terminologie-là va être plutôt inhérent à la nature de l'activité qui peut conduire en fait les travailleurs à les exposer à des agents biologiques. En fait, cette terminologie-là, on va la retrouver surtout dans les activités de soins de laboratoire. En fait, les salariés vont manipuler délibérément le virus dans le cadre de leur activité. Et du coup, pour ces activités, pour ce type d'entreprise-là, on mettrait plutôt risque biologique. Parce que derrière, il va y avoir une incidence en termes de prévention. Donc, ils devront appliquer une certaine partie du Code du travail qui vont être spécifiques à ce risque biologique. Et donc, parmi ces différentes obligations, il y aura un suivi individuel qui va être renforcé des salariés, il y aura des équipements de protection qui vont être spécifiques, il y aura une formation également du personnel qui va être spécifique, il y aura une organisation, voilà. Il y a tout un tas d'obligations que l'entreprise devra mettre en place si elle met le risque biologique par rapport au Covid-19 dans le document unique. Maintenant, dans le cas le plus commun, on mettra un risque lié au Covid-19. Cela, en fait, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et c'est l'évaluation qui ne met pas en évidence que c'est un risque spécifique. Voilà. Donc, dans les autres cas, on mettra un risque lié au Covid-19 et là, l'incidence, tout simplement, en fait, on va appliquer tout simplement le protocole, les bonnes pratiques liées au déconfinement qui a été établi par le gouvernement. Voilà. Donc, il y a entre, si on met risque biologique, là, on a une partie du Code du travail qui va être spécifique à appliquer, avec des mesures bien précises. Et si on met risque lié au Covid-19, là, on appliquera tout simplement le protocole de déconfinement qui a été établi par le gouvernement. Voilà, donc faire attention à comment on le notifie ce risque-là dans le document unique, parce que derrière, il y a une incidence juridique. Voilà. Voilà. Et ensuite, on passe à l'évaluation et la hiérarchisation de ces différentes situations qu'on a pu déterminer. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on va plutôt utiliser la même méthodologie qu'on a utilisée pour pour évaluer les risques au sein de notre document unique. Donc, on va reprendre exactement les mêmes critères. Donc, nous, dans notre cas, on a pris des critères de fréquence et de gravité. Dans le cadre du Covid, en termes de gravité, on prendra une gravité qui est assez importante. Donc ici, on a décidé de prendre une gravité de 4, parce qu'on sait que le Covid-19 peut entraîner des conséquences qui sont assez irréversibles, comme le décès, et du coup, on va le coter par précaution au maximum. Voilà. Et la fréquence, cela dépendra du nombre de fois où on peut être exposé à des situations qui peuvent transmettre le virus ou on peut être contaminé. Donc, voilà. Donc ça, on voit par un exemple à la diapo suivante. Et oui, et lors de l'évaluation, on prendra aussi en compte les mesures de prévention qui sont en place. Donc on l'a vu tout à l'heure, les mesures qu'on a pu identifier, on les mettra aussi, on les prendra en compte dans le cadre de notre évaluation. Voilà. Tous ces éléments-là, on prend en compte dans notre évaluation. Voilà. Donc quand on regarde le tableau, donc on reprend à nouveau nos 3 unités de travail qu'on avait vues tout à l'heure. Là, dans notre cas, ce n'est pas une exposition délibérée au virus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis Covid-19, puisque le Covid-19. Là, on décrit dans la case suivante les modalités d'apparition d'exposition. Par exemple, on a le service commercial, on a un risque identifié, donc Covid-19. Et donc là, c'est une transmission par un salarié de l'entreprise lors du travail sur site. Ça peut être des bureaux pour partager, ça peut être des réunions, des échanges informels qu'il peut y avoir. Ça peut être également lors d'un contact avec un client ou lors de contacts avec une surface, des mobiliers, des équipements informatiques qui sont au sein de l'entreprise. On reliste nos moyens de prévention qui sont existants dans l'entreprise et puis on cote la fréquence et la gravité. Donc là, on voit bien qu'en termes de gravité, on a mis un 4, donc qui est le maximum chez nous, dans notre méthode de cotation. Et en fréquence, on a mis 1, parce qu'il y a quand même des moyens de prévention, de télétravail, les visioconférences, et du coup, le groupe de travail a considéré qu'en termes de transmission,
la fréquence, transmission, contamination, la fréquence serait de 1. Et du coup, ce qui nous amène plutôt un risque plutôt moyen. Ensuite, on va voir l'unité de travail, atelier de production, où également, on va voir un petit peu la même transmission, rapprochant entre salariés. On va voir de la manipulation de pièces qui peut être contaminée, qui est beaucoup plus fréquente. On va avoir des partages d'outils au poste de travail qui va être aussi fréquente, et l'accès au vestiaire qui va se faire au minimum 2 fois par jour, voire un petit peu plus. On a nos règles de prévention qu'on a énumérées tout à l'heure, et puis on a notre évaluation. Donc là, en termes de gravité, on est toujours sur du 4, donc ça c'est comme on l'a défini tout à l'heure, mais en termes de fréquence, on va être sur des fréquences beaucoup plus importantes, on va être sur l'ordre de 4, parce que les phases de transmission de contamination vont être beaucoup plus fréquentes que pour notre service commercial ici. Donc là, on a décidé d'augmenter la fréquence. Et dernière unité de travail, donc c'est les risques communs. Donc là, c'est les différentes interactions qu'on peut avoir sur les lieux de travail, qui vont être la machine à café, les espaces de restauration. Ça peut être aussi aux espaces liés à la circulation. On a à nouveau nos différents moyens de prévention existants et notre évaluation. Et donc là, on a décidé de mettre 1-2, tout simplement, parce qu'il y a quand même pas mal de mesures de prévention qui sont en place. Mais voilà, le risque est quand même assez important avec 2, et donc on est sur un risque qui est quand même élevé. Donc là, au niveau de la hiérarchisation, là où il faudra mettre des éléments en place, ça sera plutôt pour l'unité, pour l'atelier de production, ensuite sur les risques communs et le service commercial en dernier. Voilà, donc là on a un exemple de hiérarchisation des risques. Voilà. Suite à ça, on va définir nos actions de prévention qui vont être cohérentes avec l'évaluation qu'on a vue précédemment. Donc, dans notre exemple, on reprend notre unité de travail. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un atelier de production où le risque est le plus important. Donc là, on va réfléchir à une organisation qui limiterait le partage d'outils. On va mettre en place des vitres plexiglas pour séparer les postes d'assemblage. Et là, on va définir, il faut bien entendu définir un responsable de ces différentes actions. Donc là, on a mis les services généraux et un délai qui est en cohérence avec l'évaluation. Voilà, donc on a vu que c'était une action prioritaire. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis un délai en juin 2020. Et pour les autres risques, on a aussi établi des mesures, des actions de prévention avec des délais un petit peu plus éloignés, parce que le risque, on va dire, est moindre qu'au niveau de l'atelier de production. Voilà, donc bien définir ces actions de prévention en lien avec notre évaluation. Du coup, par rapport à ces différentes actions, faudrait également, on met à disposition, il ne faut pas oublier d'assurer une veille réglementaire parce que l'évolution sanitaire évolue. En ce moment, elle évolue plutôt positivement. Donc voilà, donc faire une veille réglementaire parce que l'évolution sanitaire peut évoluer assez rapidement et du coup, en fonction de cette évolution sanitaire, il peut y avoir une évolution au niveau de la contamination des fréquences, au niveau des fréquences de contamination et de transmission. On a mis aussi en place sur notre site l'efficiencesanté-au-travail.org une série de vidéos sur les moyens de prévention qui sont en lien avec le Covid, donc les bonnes pratiques qui sont en lien en termes de prévention avec le Covid. Également, il ne faut pas oublier de consulter le protocole de déconfinement qui est du gouvernement qui définit aussi les pratiques à mettre en place et les différentes fiches conseils du gouvernement ou de la CRAMIF qui définissent les bons conseils en fait, par rapport à votre activité. Dans le cadre de la mise en place de ces actions-là, pensez toujours à consulter les salariés, les différentes instances représentatives du personnel, le référent Covid, et également n'hésitez pas à solliciter votre service de santé au travail qui pourra donner par exemple un avis sur l'évaluation et l'intégration de ce risque-là, mais également sur les actions de prévention derrière. Voilà. Donc je vais donner maintenant la parole à notre psychologue du travail, donc à Madame Zeugin. Bonjour. Vous
La caméra et le son. Bonjour, je suis Cécile Zeugin, psychologue du travail. Nous sommes deux aujourd'hui. Hein. Vous ne voyez pas ma collègue Bouchra Adier, mais qui répond à vos questions en direct également. Et avant de commencer, je vais vous proposer de répondre à un petit sondage. Je l'entends plus. Bonjour à tous, ma collègue a coupé son son. Voilà, ça y est? Alors, avez-vous intégré les RPS dans votre document unique? Vous êtes presque la moitié à répondre non et pour la majorité à répondre oui ou partiellement. Donc, je vais adapter mon discours à votre demande. Donc, un petit rappel sur les risques psychosociaux. Sur la définition des risques psychosociaux, qui sont des risques engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels. Les risques psychosociaux qui correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou non, du stress, et ça on va y revenir tout à l'heure, le stress aigu, le stress chronique, avec des troubles anxieux et jusqu'à l'épuisement professionnel. Apparemment, on me dit que ça ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Là on ne t'entend plus, Cécile. Voilà, je ne touche plus à rien. Donc, les violences internes qui font partie des risques psychosociaux qui sont commises par les salariés au sein de l'entreprise. Ça va du conflit jusqu'au conflit durable, jusqu'à l'agression. Et les violences externes sur des salariés par des personnes externes à l'entreprise, soit des clients, des fournisseurs, des prestataires ou via le contact avec le public. Donc, les 6 facteurs de risque psychosociaux qu'on va voir également en détail ensuite, qui sont les exigences au travail, les exigences émotionnelles, autonomie et marge de manœuvre, les rapports sociaux et les relations de travail, l'éthique de travail et l'insécurité de l'emploi et du travail. Tout cela, donc les facteurs de risque psychosociaux et les risques, amènent à des atteintes à la santé physique et mentale, et voire même à des difficultés sociales. Donc, on va le voir après. Je vais quand même malgré tout reprendre des facteurs de risque qui sont hors travail, parce que ça peut impacter l'activité de travail et les relations de travail. Donc, la mort ou la maladie, une séparation, du stress au sein de la famille, la perte d'un emploi, d'une maison, l'endettement, la perte d'amour-propre et de sécurité personnelle. Et je l'ai mis là également, le Covid-19, le confinement et déconfinement. Tout cela peut aussi impacter les relations de travail. Et alors apparaissent de nouveaux termes, et c'est à prendre en compte parce que ça risque d'arriver dans les entreprises. Donc les FOGO, qui est l'acronyme de Fear of Going Out, c'est-à-dire la peur de mettre le nez dehors et de trouver les bonnes raisons de rester chez soi. C'est une forme de déni. Les FOCO, les Fear of Cocoon Opening, la peur de l'ouverture du cocon, c'est-à-dire la peur d'ouvrir l'espace privé et donc qui, lui, est jugé comme sécurisé. Ce qui fait que ça peut modifier aussi les relations sociales. Et puis le Covid-19, avec l'impact du confinement, qui pourrait avoir un impact traumatique, et l'après-confinement, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à sortir de la maison ou non, voire pour revenir travailler. Le slide suivant. Donc, les 6 familles de risques qui sont issues du rapport Golac, que vous pouvez trouver sur le site de l'INRS et que là, je vais détailler un tout petit peu. Donc, les exigences du travail avec la quantité de travail,
la pression temporelle, la complexité du travail et les conflits entre vie perso et vie professionnelle, les exigences émotionnelles avec la relation au public, le contact avec le public, mais au niveau de l'empathie aussi, le contact avec la souffrance du public, les tensions, et puis le fait de cacher ses émotions et la peur de faire son travail. L'autonomie et la marge de manœuvre avec la prévisibilité du travail. L'autonomie procédurale, est-ce que j'ai toutes les marges de manœuvre pour faire mon travail? Est-ce que mes compétences sont utilisées? Et puis les rapports sociaux et les relations de travail avec le soutien social des collègues, par exemple, les violences au travail, le stress, les agressions, le mépris, etc. Et les conflits de valeurs, qu'on pourrait appeler aussi conflits éthiques, qui sont est-ce que je fais des choses qui sont en conflit avec mes valeurs personnelles et ou professionnelles ou sociales? Est-ce que ma qualité est empêchée? Et c'est dans cette catégorie-là qu'on pourrait mettre ce qu'on appelle le travail dégradé. Et puis l'insécurité de l'emploi, avec les perspectives, bien sûr, de perdre son emploi, mais aussi les perspectives de carrière qui peuvent être empêchées, les conditions de travail, voire même la rémunération. Alors, les facteurs de risque au travail, vous avez le stress aigu. Le stress aigu, vous le voyez sur le schéma, qui peut être la phase d'alarme, qui est un stress, mais qui ne s'inscrit pas dans la durée, qui peut être très fort. Effectivement, le stress chronique est celui qui s'inscrit dans la durée et que vous pouvez voir dans le schéma la phase de résistance. Alors, ce schéma est inspiré est prise de la théorie du syndrome général d'adaptation de Hans Searle et qui dit que le stress est une réaction biologique, psychologique et comportementale. Et puis, la troisième partie du schéma, vous voyez apparaissent la maladie et effectivement le stress peut générer des maladies, des troubles anxieux par exemple. Un des facteurs de risque au travail est aussi l'épuisement professionnel, et ça on y reviendra plus tard. Les violences internes dont j'ai parlé tout à l'heure entre les salariés avec un impact sur les individus mais aussi sur les équipes, qui va du conflit majeur à l'agression, les agressions verbales et les agressions physiques, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Tout cela devrait être inscrit dans le règlement intérieur, y compris aussi on voit aussi les violences externes, donc qui agit par une personne extérieure à l'entreprise, client, fournisseur, contact avec le public et autres. Ça n'exclut pas, bien entendu, les agressions verbales et physiques pour les violences externes, le harcèlement moral et sexuel. Le slide. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous propose la définition du stress? Parce qu'en fait, on n'est pas tous égaux face au stress. Donc, l'état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et ses propres ressources pour y faire face. Donc, à situation égale, vous pouvez avoir des collaborateurs qui ne réagiront pas de la même manière. Et là, je pars succinctement sur le harcèlement moral parce que c'est vraiment un terme qui est utilisé avec prudence puisque c'est un terme juridique. Seul un juge est apte à définir une situation comme étant une situation de harcèlement moral. Et donc avec 5 critères qui sont distincts, des agissements répétés avec pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits et à la dignité du salarié, l'altération de sa santé physique ou mentale avec compromission de son avenir professionnel. À savoir qu'il peut y avoir eu une seule situation et qui a donné lieu à une procédure. Donc, il n'y a pas forcément d'agissement répété, mais une seule situation suffit à être caractérisée comme étant une situation de harcèlement moral. D'autres facteurs de risque au travail apparaissent, et là, c'est à retenir parce que ça arrive de plus en plus dans les entreprises. Donc, le burn-out, qui est le contraire du burn-out, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais sous sa version française, épuisement professionnel.
pas ou peu de travail à faire, c'est-à-dire s'ennuyer à mourir, passer ses journées à tuer le temps et qui provoque de l'épuisement professionnel par l'ennui, avec des sentiments de démotivation, d'anxiété, de la culpabilité, de la tristesse dans le cadre professionnel. Le sous-emploi au niveau intellectuel, on peut se sentir fatigué, déprimé, épuisé, parce que les tâches sont en deçà de nos compétences. Le burn-out, qui est le mal-être qui est dû à la perte de sens au travail en lien avec l'impression de stupidité fonctionnelle en entreprise, c'est particulièrement lié à l'apparition des nouvelles technologies. Donc ce sentiment d'inutilité, le non-sens des tâches à accomplir et la manque de perspective. Alors, slide suivante. Les facteurs de risque, les risques ou les troubles. En fait, le risque est une probabilité qu'un trouble ou une maladie se manifeste. On peut être exposé à un risque sans développer de troubles. Vous voyez bien les 6 facteurs de risque que j'ai déjà cités tout à l'heure. Les 3 risques, le stress, l'anxiété, les violences internes, les violences externes et les troubles, qui va de la démotivation au suicide avec parfois une aggravation des maladies chroniques. Je vais aller un petit peu plus vite pour que vous voyez les nouvelles sources de RPS sur les contraintes liées au Covid, par exemple, qui sont liées à l'environnement de travail. Donc, le risque provoqué par le télétravail qui a été une réponse de prévention pour la sécurité au travail. Donc, des contraintes qui sont liées à l'environnement de travail, des contraintes qui sont liées donc au mode d'organisation du travail, mais aussi aux nouvelles formes de relations de travail. Et on va voir pour les RPS quelles sont les contraintes qu'ont imposé le télétravail et les risques que ça a généré. Donc, le télétravail qui est une situation qui n'est pas forcément choisie, qui a été imposée au moment de la période de confinement, qui n'a pas été préparée. Donc là, j'ai pris une méthodologie pour chaque risque. Je pense que nous n'aurons pas le temps de vous les présenter tous. Je vais juste vous présenter celui-là, par exemple, l'intensité, la complexité du travail. Donc, les dangers qui ont été les risques identifiés, l'augmentation, la diminution de la charge de travail, avec une interruption fréquente des tâches. Le risque, c'est le stress aigu, le stress chronique, l'anxiété et l'épuisement professionnel. Donc, les actions et les mesures envisagées, c'était former à l'utilisation des outils informatiques, diffuser des conseils et des consignes sur l'ergonomie et l'espace de travail, s'assurer de la mise à disposition de moyens adaptés au domicile, l'ordinateur, scanner, téléphone portable. Parfois même contribuer aux connexions Wi-Fi. Au niveau organisationnel, il y avait possibilité d'alterner les tâches de prise d'appel avec des tâches psychologiquement moins exigeantes, rappeler la nécessité de pause, communiquer sur le plan de continuité d'activité de l'entreprise et les personnes ressources à communiquer en cas de besoin, pas de réunion en dehors des horaires de travail, y compris en télétravail, et ça j'insiste, rappel des horaires de travail, rappel du droit à la déconnexion et adapter les objectifs pour tous les collaborateurs. Ça a été une période très particulière. Les mesures envisagées et les actions au niveau humain, prévoir des échanges réguliers avec le manager pour adapter la charge de travail à la situation. Effectivement, il y avait la particularité du parent qui devait faire la scolarité des enfants et un accompagnement psychologique si besoin. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que le temps est compté, mais vous voyez, il y avait la même chose pour les exigences émotionnelles, l'autonomie, les rapports sociaux, les conflits de valeurs et l'insécurité du travail et de l'emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous. Alors, désolé pour la fin un petit peu rapide de ce webinaire parce qu'il nous tenait à cœur de tenir vraiment le délai imposé
et de terminer cette présentation à midi. Bien entendu, ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement de poser les quelques questions que vous auriez encore à l'esprit par le biais du petit chat, de manière à répondre quand même aux dernières interrogations. Je vous rappelle que nous allons vous communiquer l'intégralité du document et donc tous les exemples. Vous avez vu, on a essayé de fournir le maximum d'exemples, c'est ça qui prenait aussi un peu de temps lors des présentations, des exemples concrets qui vont de l'identification du risque jusqu'à la cotation, les plans d'action et avec un certain nombre d'exemples. De cette manière, nous espérons vous donner déjà quelques éléments pour avancer sur cette thématique, alors soit de création de documents uniques, soit de mise à jour de documents uniques ou d'introduction du Covid-19 dans le document unique, et même, vous l'avez bien compris, l'introduction des risques psychosociaux. Alors je me répète un petit peu, hein, désolé, mais de manière à vous accompagner également le plus efficacement possible, nous vous rappelons qu'Efficience Santé au Travail, donc votre service de santé au travail, est toujours à disposition. Alors, le lien idéal, c'est votre médecin du travail. C'est lui qui a le plus de contact avec votre structure, c'est lui qui a le plus d'informations concrètes sur votre structure, sur les salariés qui la composent. Et ce médecin du travail est maintenant épaulé d'une équipe pluridisciplinaire. Donc là, vous l'aurez compris, tous les intervenants qui sont intervenus aujourd'hui, psychologues du travail, ingénieurs hygiène sécurité, nous avons également des toxicologues industriels, des ergonomes qui peuvent venir également vous aider, vous accompagner dans la réalisation de votre DU, dans la mise à jour de ce dernier, ou même sur un avis, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail, et bien sûr, tous les outils tels que notre site internet sont à votre disposition pour répondre au maximum de questions que vous poseriez. Donc, je vous remercie de votre attention. Je regarde s'il y a un certain nombre de questions. Alors, si je refais rapidement un bilan sur les différents sondages, ce qu'on a pu remarquer, c'est que vous êtes assez nombreux à avoir déjà initié cette démarche de prévention au travers du DU. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la première préoccupation ni la spécialité des employeurs que de réaliser ce document-là, qui est un document de prévention, donc on n'est pas nécessairement formé. Et c'est vraiment pour ça qu'on tenait à vous faire passer ce webinaire et qu'on tient surtout à vous accompagner tout au long de l'année sur les problématiques que vous rencontriez. Donc, n'hésitez vraiment pas et à très bientôt. Merci à tous.